Ain't got no holes in me. I'll be quick to run up, let it pop, that's just the O in me. La nuit tombe sur Tirana. Les rues sont éclairées par quelques néons tremblants. Les immeubles portent encore les cicatrices du passé. L'air sent le béton humide et la poussière. Au fond des ruelles, on distingue les silhouettes des anciens bâtiments du régime. Leur austérité raconte une histoire d'enfermement, de privation et de rupture. Quand le vent souffle, on entend presque les échos d'une époque où la parole était surveillée et où la simple idée de rébellion pouvait coûter la vie. Dans ce décor de transition et de désolation, un pays tente de se relever. Une terre qui sort à peine du sommeil lourd du communisme. Une société qui n'a plus d'institutions solides, plus de boussole, plus de portes pour protéger l'avenir. Au début des années 90, l'effondrement du régime d'Enver Hoxha a laissé derrière lui un pays exsangue. Une population livrée à elle-même, des familles entières plongées dans une misère profonde. Des jeunes sans travail et sans horizon, une économie paralysée, un État qui n'arrive plus à tenir debout. Et quand un État s'effondre, d'autres forces naissent pour le remplacer. Dans les villages du Nord, la culture du Qanun reprend vie. Une loi ancestrale, vieille de plusieurs siècles. Une loi fondée sur l'honneur, la loyauté, la solidarité familiale et la vengeance. Une loi qui dit que le sang ne s'oublie jamais et que la dette ne meurt pas. Dans un pays où tout manque, ces règles anciennes deviennent le seul ordre possible. Et qu'on dit les clans les plus soudés commencent à se rassembler. Les plus déterminés cherchent à imposer leur volonté. Les plus ambitieux comprennent que le chaos peut être une opportunité. Les premières bandes criminelles albanaises naissent dans ce vide total. Et elles n'ont pas encore de nom, pas encore de territoire précis, pas encore de contacts internationaux. Ce sont des groupes de jeunes hommes livrés à eux-mêmes, unis par leur misère, leur rage et leurs liens familiaux. Certains viennent des montagnes, d'autres des faubourgs pauvres de Tirana ou de Shkoder. Mais tous partagent la même certitude. Si personne ne leur donne un avenir, ils le prendront eux-mêmes. Au même moment, la région entière est bouleversée par d'autres crises. La guerre du Kosovo provoque des déplacements massifs. Des milliers de réfugiés traversent les frontières. Parmi eux se glissent des trafiquants, des passeurs, des hommes qui connaissent les chemins interdits, des routes clandestines apparaissent entre les Balkans et l'Europe occidentale. Des groupes armés se professionnalisent. Certains transportent des armes, d'autres transportent de la drogue. Tous transportent la même idée, survivre par n'importe quel moyen. L'Italie devient la première destination. La mer Adriatique est courte. Les flux illégaux s'intensifient. Des bateaux rapides traversent de nuit. Certains transportent des migrants, d'autres des armes ou des marchandises volées. Dans les rues de Bari, de Brindisi ou d'Ancône, les premières cellules albanaises s'installent. Elles ne ressemblent pas encore à une mafia. Elles sont instables, violentes, parfois improvisées. Mais elles sont soudées d'une manière que les policiers européens n'ont jamais vue. Ce n'est pas une organisation. C'est une famille élargie. Et ces familles vont changer l'histoire du crime européen. Et pourtant, au milieu de ce chaos, une idée finit par s'imposer. Pour comprendre comment ces clans sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui, il faut d'abord comprendre ce vide dans lequel ils sont nés. Ce vide qui avalait les familles, les espoirs, les certitudes. Ce vide qui forçait chacun à choisir entre disparaître ou s'endurcir. C'est là que tout se joue, dans ces ruelles grises. Dans ce pays qui se relève difficilement, dans ces regards où la survie passe avant tout. Et avant d'aller plus loin, il y a plusieurs questions qu'on doit laisser résonner un instant, comme un écho dans les rues silencieuses de Tirana. Des questions simples en apparence, mais essentielles pour saisir ce que cette histoire implique vraiment. Que devient une jeunesse abandonnée par l'État, livrée à la pauvreté, à la peur et aux anciennes lois du sang ? Qu'est-ce qui pousse un jeune homme à quitter son village, à risquer la mer, à traverser des frontières, jusqu'à devenir l'un des soldats les plus loyaux et les plus redoutés d'un réseau criminel ?
Et surtout, la mafia albanaise est-elle née du crime? Ou est-elle née du besoin, de l'absence, de cette blessure profonde laissée par un pays en ruine? Si cette histoire vous intrigue, et si vous souhaitez comprendre comment ces clans sont devenus l'un des réseaux criminels les plus puissants d'Europe, pensez à vous abonner et à soutenir ce contenu. Chaque geste compte pour que ces récits puissent continuer d'exister. Au milieu des années 90, l'Albanie plonge dans l'un des épisodes les plus sombres de son histoire récente. Les systèmes d'épargne pyramidale s'effondrent les uns après les autres. Des milliers de familles perdent toutes leurs économies. Des villes entières se soulèvent. Les rues deviennent des zones de non-droit. Les arsenaux militaires sont pillés. Des fusils, des grenades et des munitions circulent librement dans le pays. En quelques semaines, l'Albanie se transforme en un territoire où chacun porte une arme et où personne n'a plus confiance en l'État. Les voleurs, les bandes organisées et les groupes de protection improvisés se multiplient. Les frontières viennent poreuses. Les routes vers la Grèce, la Macédoine, le Monténégro et l'Italie s'ouvrent brutalement pour tous ceux qui veulent fuir la crise ou en profiter. C'est dans ce chaos que les futurs cadres de la mafia albanaise se forgent. Ils apprennent la violence, l'organisation, la survie et la discipline. Ils apprennent à se taire, à mentir, à obéir, à disparaître. La diaspora albanaise commence à s'étendre rapidement. Des familles entières quittent le pays en direction de l'Italie, de la Suisse, de la Belgique, de la France, de l'Allemagne. Chaque groupe transporte avec lui une même certitude. L'avenir n'est plus en Albanie, il se trouve ailleurs. Dans les ports, dans les chantiers, dans les rues où personne ne connaît encore leur nom. Dans les villes italiennes, les jeunes Albanais adoptent un mode opératoire qui va définir leur réputation. Ils sont discrets, ils observent, ils apprennent les failles du système. Au début, ils proposent leurs services au réseau déjà installé. Ils font les tâches les plus risquées. Ils prennent les missions que personne ne veut. Ils montrent qu'ils ne parlent pas. Ils montrent qu'ils ne trahissent pas. Les organisations criminelles locales, d'abord méfiantes, découvrent rapidement un avantage inattendu. Ces jeunes Albanais sont fiables. Ils respectent les ordres. Ils ne négocient pas. Ils sont prêts à risquer leur vie pour gagner en reconnaissance. Petit à petit, ils deviennent incontournables dans les trafics de rue. Mais ce ne sont pas seulement de simples exécutants. Dans le silence, ils construisent autre chose, une structure invisible. Une structure basée sur les clans familiaux, sur les serments issus du Qanun, sur un sens de la loyauté presque absolu. Cette structure n'a pas encore de nom précis, mais elle existe déjà dans les gestes, dans la façon dont ils se protègent entre eux, dans la manière dont ils partagent les profits, dans leur façon d'éloigner les étrangers de leurs affaires. À la fin des années 90, les premiers réseaux albanais commencent à contrôler certains secteurs du marché italien. Ils ne cherchent pas la lumière, ils ne revendiquent rien, ils avancent dans les angles morts. Ils observent les erreurs des autres, ils prennent ce que personne ne surveille. Et dans ce silence, ils bâtissent un modèle criminel particulièrement redoutable. C'est à ce moment-là que naît l'un de leurs principes fondamentaux. Ne jamais se montrer, ne jamais s'exposer inutilement, ne jamais attirer l'attention tant que la fondation n'est pas solide. Un principe qui deviendra l'une des signatures de la mafia albanaise. Pendant que certains groupes s'installent en Italie, d'autres prennent la route du Nord. La Belgique devient un point d'ancrage essentiel. Les quartiers de Bruxelles, d'Anvers et de Liège accueillent une nouvelle génération d'hommes venus des Balkans. Ils trouvent du travail dans le bâtiment, dans les chantiers, dans les restaurants. Ils se mêlent à la population. Et comme en Italie, ils avancent par étapes. Ils repèrent les trafics locaux. Ils observent les points faibles. Ils comprennent la géographie criminelle. Et quand une opportunité se présente, ils la saisissent. À Bruxelles, certains s'intègrent discrètement dans les réseaux belgo-marocains. D'autres créent des groupes indépendants. D'autres encore deviennent les intermédiaires privilégiés entre les trafiquants albanais d'Italie et les distributeurs d'Europe occidentale. En l'espace de quelques années, une nouvelle rumeur circule dans les milieux criminels.
Les Albanais sont en train de prendre leur place, et personne ne sait vraiment jusqu'où ils iront. Mais au fond, ce n'est pas simplement une expansion. C'est une reconstruction, une diaspora qui tente d'échapper à la misère, qui transporte avec elle ses lois, ses codes, ses cicatrices. Une diaspora qui veut prouver qu'elle n'est plus une victime du chaos, qu'elle peut devenir un acteur puissant, et qu'elle peut imposer sa propre vision du crime. Et c'est ici que la véritable transformation commence. Ce n'est plus seulement une migration, c'est le début d'un réseau. Un réseau organisé, silencieux, structuré autour des familles, des anciens, des serments et de l'argent. Ce réseau va bientôt dépasser toutes les attentes. Il va s'étendre à travers toute l'Europe. Il va contrôler des routes entières de cocaïne. Il va infiltrer des marchés légaux. Il va s'imposer face à des organisations bien plus anciennes. Et il va le faire sans jamais chercher la gloire, sans jamais afficher ses victoires. Car pour eux, la vraie force se trouve dans l'invisibilité. À mesure que les réseaux albanais se déploient en Europe, une transformation silencieuse mais déterminante s'opère. Le trafic de drogue devient leur colonne vertébrale. Et parmi toutes les substances qui circulent dans l'ombre des ports et des frontières, une domine toutes les autres, la cocaïne. Les mafias traditionnelles contrôlaient autrefois chaque étape de ce commerce. Les Italiens avaient leur route, les Hollandais leur laboratoire, les Marocains leur connexion. Mais dans ce paysage fragmenté, les Albanais observent un détail que beaucoup négligent. La chaîne n'est pas solide, elle est divisée. Elle dépend d'alliances fragiles et de vieux accords. Ils comprennent rapidement qu'il existe un espace pour ceux qui osent prendre des risques. Un espace pour ceux qui peuvent offrir quelque chose de nouveau. Un espace pour un groupe capable de relier les producteurs sud-américains aux distributeurs européens avec une efficacité brutale. Et ce groupe, ce sera le leur. Pour comprendre leur ascension, il faut regarder les ports. Rotterdam, Anvers, Hambourg, ces géants logistiques deviennent des cibles. Les conteneurs arrivent par milliers. Les contrôles sont rapides, les caméras surveillent, mais pas tout. Les dockers ne posent pas de questions. Les entreprises sont débordées. Les Albanais n'arrivent pas en conquérant. Ils arrivent en nombre. Ils infiltrent, ils payent, ils menacent. Ils achètent en les silences dont ils ont besoin. Et ils construisent des équipes capables de récupérer des cargaisons sans laisser de traces. Leur méthode repose sur 3 éléments. Une discipline interne très stricte. Aucune improvisation. Aucune parole inutile. Aucune trahison tolérée. Un réseau transnational basé sur les familles et les liens du Qanun. Les ordres circulent vite. Les décisions sont respectées. Les conflits internes sont gérés en privé. Et enfin, une disponibilité totale à la violence. Pas une violence spectaculaire, pas une violence hollywoodienne, mais une violence chirurgicale. Une violence froide, une violence qui ne prévient pas. Cette combinaison fait d'eux des partenaires redoutés. Les cartels sud-américains apprécient leur fiabilité. Ils savent que les Albanais ne discutent pas le prix, ne modifient pas les accords au dernier moment, ne trahissent pendant pas les routes établies. Leur réputation commence à dépasser leurs frontières d'origine. Dans certaines villes d'Amérique latine, on raconte qu'ils paient comptant, qu'ils tiennent leurs promesses, qu'ils règlent leurs problèmes eux-mêmes. Un cartel n'a pas besoin de leur rappeler ce qu'ils doivent livrer. Une fois l'accord conclu, il sera exécuté. Pendant ce temps, en Europe, ils sécurisent leur distribution. Ils créent des réseaux indépendants dans plusieurs pays. Ils s'appuient sur des compatriotes installés depuis des décennies. Ils recrutent parmi les jeunes de la diaspora. Ils contrôlent les appartements, les boîtes de nuit, les gares routières. Ils s'implantent dans les villes où les trafics sont distribués par de petits groupes fragmentés. Et progressivement, ils prennent le contrôle des segments les plus rentables. Ils savent quand il faut passer par la force. Ils savent quand il faut passer par l'argent. Ils savent quand il faut attendre. Ils savent quand il faut disparaître quelques mois. En parallèle, ils mettent en place une structure unique, un modèle où la loyauté se transmet par la famille, où chaque clan garde son autonomie, où les conflits internes se règlent par les anciens, où les profits circulent sans bruit. Mais ce qui les distingue vraiment, ce n'est pas leur organisation, c'est leur ambition. Ils ne veulent pas un territoire, ils veulent un système.
Un système où la cocaïne arrive, où l'argent repart, où personne n'est indispensable, où les chefs changent mais où la machine continue. Les polices européennes commencent à remarquer leur présence. Les analystes parlent de réseaux albanais. Les rapports mentionnent une expansion rapide. Les saisies augmentent, les enquêtes se multiplient. Mais il manque toujours quelque chose, un visage, un chef. Une figure centrale. Et c'est précisément ce que les Albanais souhaitent. Et ils savent que toute organisation qui se laisse lire est condamnée. Alors ils brouillent les pistes. Ils changent de téléphone. Ils utilisent des langues que peu de policiers comprennent. Ils ne se filment pas. Ils ne se montrent pas. Ils ne s'exposent pas. Chaque fois qu'une cellule tombe, une autre la remplace. Chaque fois qu'un lieutenant disparaît, un cousin prend la relève. Chaque fois qu'un port se renforce, ils en testent un autre. Et pendant que l'Europe discute de sécurité, eux avancent. Ils tissent un réseau qui prend racine dans les Balkans, mais qui se ramifie jusqu'aux quartiers les plus riches d'Europe. Ils mélangent l'argent sale avec l'immobilier légal. Ils investissent dans les casinos. Ils infiltrent les restaurants et les boîtes de nuit. Ils créent des sociétés écrans. Ils déplacent des millions en liquide. Ce n'est plus un simple trafic, c'est une économie. Et cette économie n'a qu'une règle. Ne jamais laisser l'État comprendre réellement comment elle fonctionne. Alors ils continuent d'évoluer dans un équilibre fragile. Leur puissance augmente, leur influence se renforce, leur réseau devient tentaculaire. Mais leur exposition doit rester minimale. Car une chose est certaine, tant qu'ils resteront invisibles, personne ne pourra mesurer l'étendue réelle de leur empire. À mesure que l'argent s'accumule et que les routes se consolident, un autre phénomène se met en place. Un phénomène plus discret, plus profond, plus inquiétant, l'infiltration. La mafia albanaise ne se contente pas d'importer de la cocaïne et de la redistribuer. Elle développe une stratégie beaucoup plus large, une stratégie qui repose sur deux piliers. Le contrôle de l'économie souterraine et la pénétration progressive de l'économie légale. Pour comprendre cette évolution, il faut retourner au pays. Dans certains villages d'Albanie, les fortunes apparaissent du jour au lendemain. Des maisons immenses se construisent sur des terrains poussiéreux. Des voitures de luxe traversent des rues où les enfants jouent en pieds nus. Des commerces flambant neufs ouvrent dans des quartiers où les habitants peinent à payer leurs factures. À première vue, tout semble n'être qu'un progrès soudain, une modernisation rapide, une prospérité bienvenue. Mais ceux qui vivent là savent que cette richesse n'a pas poussé naturellement. Elle vient d'ailleurs. Elle vient de Rotterdam, d'Anvers, de Milan, de Londres. Elle vient des cargaisons qui traversent dans les mers. Elle vient des billets qui circulent dans les boîtes de nuit. Elle vient des appartements où la drogue est stockée. Elle vient d'un système qui fonctionne en silence. L'argent sale revient au pays, et avec lui, une nouvelle forme de pouvoir. Pour blanchir ces sommes, les clans investissent dans plusieurs secteurs clés. Les stations-service, les restaurants, les cafés, l'immobilier, les casinos, les agences de transport. Ce ne sont pas des choix au hasard. Ce sont des secteurs qui manipulent du liquide, des secteurs difficiles à tracer, des secteurs où les contrôles peuvent être contournés. Dans le même temps, la diaspora albanaise devient un atout. Des milliers de ressortissants installés en Europe servent d'intermédiaires, certains volontairement, d'autres sous pression, d'autres encore simplement parce qu'ils ont besoin d'argent. Ce réseau humain forme une toile faite de familles éclatées entre les Balkans et l'Europe de l'Ouest. Une toile où les communications passent par des cousins, des oncles, des amis d'enfance. Aucune hiérarchie n'est écrite, aucun organigramme n'existe, mais tout le monde comprend son rôle. Cette absence de structure visible rend les enquêtes extrêmement complexes. Les policiers européens le disent souvent, ils ne sont pas face à une pyramide, ils sont face à un nuage mouvant, un nuage impossible à saisir, et pendant que les forces de l'ordre tentent d'identifier les chefs, les Albanais avancent sur un autre terrain. Celui de la corruption. La corruption n'est pas utilisée massivement, elle est utilisée intelligemment. Ils ne paient pas des ministres, ils paient des fonctionnaires modestes. Un agent des douanes, un employé du port, un responsable d'entrepôt, un contrôleur des permis de construire. Des personnes qui n'attirent pas l'attention.
Des personnes qui permettent de fermer les yeux au bon moment. Des personnes dont la loyauté s'achète pour une vie un peu moins difficile. Et là où l'argent ne suffit pas, la menace prend le relais. Une menace rarement formulée explicitement. Une menace simple. Ce serait dommage que quelque chose arrive à ta famille. Ce serait dommage que ton frère perde son emploi. Ce serait dommage que ta fille ne puisse plus venir à l'école tranquille. Ces phrases, murmurées dans un couloir ou glissées dans un message, suffisent souvent à briser la résistance. Car les clans albanais savent utiliser une arme ancienne, la peur comme langage universel. Dans certains pays, la mafia albanaise infiltre également les jeux d'argent, les salles de paris sportifs, les casinos clandestins, les machines électroniques. C'est un autre moyen de blanchir, un autre moyen de contrôler, un autre moyen de gagner le silence. Les enquêtes américaines ont révélé que certains groupes albanais étaient parvenus à manipuler des casinos, à détourner des fonds, à envoyer de l'argent dans des paradis fiscaux. La méthode est toujours la même. Une structure simple, des hommes loyaux et une règle. Ce qui se passe à l'intérieur ne sort jamais. Mais cette expansion inquiétante ne se limite pas à l'Europe ou aux Balkans. Elle gagne du terrain dans des pays inattendus. Certains réseaux opèrent désormais en Afrique de l'Ouest, d'autres investissent dans les routes des Balkans occidentaux. D'autres encore s'installent discrètement dans les capitales du Golfe. Leur objectif n'a jamais été le spectaculaire. Leur objectif est l'efficacité. Ils ne cherchent pas à être connus, ils cherchent à être indispensables. Ils ne veulent pas inspirer la fascination. Ils veulent inspirer la prudence. Et plus les années passent, plus leur présence devient normale, plus leur argent s'enracine, plus leur influence se diffuse. Ce ne sont plus seulement des criminels, ce sont des acteurs économiques, des acteurs politiques, des acteurs sociaux. Et c'est là que le danger devient le plus grand. Car lorsqu'une mafia n'est plus seulement un réseau, mais un système, la frontière entre le crime et la société devient difficile à tracer. Lorsque l'on s'intéresse à la mafia albanaise, une chose apparaît rapidement. Elle ne fonctionne pas comme les autres organisations criminelles, elle n'a pas un chef unique exposé, une pyramide définie ou des figures médiatiques. Elle repose sur quelque chose de plus ancien, quelque chose de plus profond, quelque chose qui précède même son existence. Ce quelque chose, c'est le Qanun. Le Qanun n'est pas une simple tradition. Ce n'est pas une loi écrite dans les tribunaux. Ce n'est pas une coutume folklorique. C'est un code ancestral qui structure depuis des siècles la société des montagnes albanaises. Un code basé sur l'honneur, la loyauté, la famille et la vengeance. Pour comprendre la mafia albanaise, il faut comprendre ce code, car il est son squelette invisible, sa colonne vertébrale. Son fil conducteur, selon le Qanun, la parole donnée est sacrée. La famille passe avant tout. L'hospitalité est une obligation. La trahison est impardonnable. Le sang se paie par le sang. Ces règles, nées dans les hautes plaines de l'Albanie du Nord, résonnent aujourd'hui dans les caves de Rotterdam, dans les entrepôts d'Anvers, dans les appartements de Milan ou de Londres. Elles ont traversé les générations. Elles ont survécu à la dictature. Elles ont survécu à la transition chaotique des années 90. Elles ont survécu à l'exil de centaines de milliers de familles. Elles sont devenues le ciment de la diaspora. Et donc, le ciment de la mafia. Dans un pays marqué par la chute violente du régime, par l'effondrement économique, par les migrations massives, ces règles sont devenues une forme de stabilité, un repère, un refuge culturel, une base commune. Elles ont permis à des familles éclatées sur plusieurs continents de rester liées par quelque chose de plus fort que des papiers administratifs, de rester unies par un code que personne d'autre ne comprend réellement. Cette cohésion donne aux clans albanais un avantage considérable. Là où d'autres mafias se divisent pour des raisons financières ou territoriales, eux se regroupent. Là où d'autres se disputent le pouvoir, eux le partagent selon des lignées claires. Là où d'autres trahissent, eux se soumettent à une règle immuable. Si tu trahis, tu n'existes plus. Ce code ne se résume pas à la violence. Il organise la vie interne des clans. Il gère les conflits silencieusement. Il empêche les faiblesses d'apparaître publiquement. Il permet une circulation fluide des ordres, des faveurs et des décisions. C'est pour cela
que les autorités ont tant de mal à identifier les chefs réels. Car les chefs ne se comportent pas comme des chefs. Ils ressemblent à des oncles, à des cousins, à des hommes sans arrogance. Ils ne cherchent pas la lumière, ils ne cherchent pas l'influence symbolique. Ils cherchent l'harmonie interne, car c'est elle qui leur permet d'exister dans l'ombre. Et le Qanun ajoute un autre élément déterminant, la vendetta. Ce mot, souvent mal compris, ne désigne pas une simple vengeance. Il désigne un système entier, un système où un affront doit être payé, un système où une trahison doit être réparée, un système où un meurtre doit trouver son équivalent. Et tant que cette réparation n'a pas lieu, la dette ne disparaît pas. Dans les années 90, lorsque l'Albanie sombre dans le chaos, après la chute de la dictature, ce système redevient central. Les armes circulent librement. Les familles se protègent comme elles peuvent. Oui. L'État n'existe plus. Le Qanun redevient la seule forme de loi appliquée. Les jeunes qui grandissent dans ce climat emportent ces règles avec eux lorsqu'ils migrent vers l'Italie, la Grèce, la Belgique, l'Allemagne. Ce sont ces jeunes qui, quelques années plus tard, deviendront les premiers cadres de la mafia albanaise moderne. Ils n'ont pas appris le crime sur les bancs d'une organisation. Ils l'ont absorbé dans une société où la survie ne dépendait pas de la police mais de la famille. Ce contexte explique un autre phénomène. Pourquoi les réseaux albanais sont si discrets? La parole est dangereuse. Le discours est inutile. Les messages doivent être courts. Les informations doivent circuler uniquement entre les personnes concernées. Personne ne doit savoir plus que ce qu'il doit savoir. Dans certaines enquêtes, les policiers décrivent un détail frappant. Lorsqu'ils écoutent les conversations interceptées, il n'y a presque rien à exploiter. Les mots sont rares. Les phrases sont courtes, les allusions sont codées. Le silence est presque total. C'est comme si les membres du réseau n'avaient pas besoin de parler, comme si tout était déjà compris, comme si la confiance héritée du Qanun rendait inutile toute explication. Cette culture de l'implicite fait des clans albanais des adversaires très difficiles à infiltrer. Les unités spéciales italiennes, belges ou allemandes le reconnaissent. L'infiltration semble presque impossible. Un étranger, même parfaitement préparé, sera rapidement condamné par un détail, un accent, un comportement, une hésitation, une manière de saluer, une absence d'un certain respect. Dans les groupes albanais, la cohésion interne n'est pas une stratégie, c'est une nature. Et cette nature leur permet de survivre à toutes les vagues répressives. Lorsque l'un tombe, un autre le remplace. Lorsque la police frappe une branche, la racine reste intacte. Lorsque l'État pense avoir affaibli le réseau, celui-ci s'est déjà déplacé ailleurs. C'est dans cette continuité culturelle que la mafia albanaise a trouvé sa force principale. Elle ne s'est pas construite sur le crime. Elle s'est construite sur la famille, sur l'honneur, sur la nécessité de protéger les siens. Et c'est cette base qui lui permet aujourd'hui de fonctionner comme un organisme vivant, difficile à comprendre et encore plus difficile à neutraliser. Lorsque les policiers européens se penchent sur la mafia albanaise, un autre phénomène attire immédiatement leur attention, la vitesse. La faculté des clans à se réorganiser, la manière dont ils glissent dans les interstices du marché de la drogue pour s'y installer avec une efficacité que beaucoup n'avaient pas anticipée. Au début, ils n'étaient que des exécutants, des transporteurs, des hommes de main dans les réseaux italiens ou turcs, des silhouettes silencieuses dans les ports de l'Adriatique, des travailleurs sans papier dans les exploitations agricoles italiennes, des migrants qui tentaient simplement de survivre à la misère laissée par la chute de la dictature. Mais très vite, quelque chose a basculé. Ils ont compris les failles du système. Ils ont compris que les grands clans traditionnels devenaient visibles, trop connus, trop surveillés. Les Albanais, eux, étaient étaient partout et discrets, mobiles, capables de traverser des frontières sans attirer l'attention, capables de transporter de petites charges avant d'en transporter de plus grandes, capables de s'intégrer sans s'assimiler, de se fondre sans disparaître. Ce sont eux qui ont exploré les routes secondaires. Les pistes oubliées des Balkans, les ferries de nuit vers l'Italie, les petites gares allemandes.
les villages monténégrins où les cargaisons remontent vers l'Europe centrale, les zones rurales de Toscane et du Piémont où la police ne passe presque jamais. Les clans albanais ont compris très tôt que la clé n'était pas de contrôler une ville, la clé était de contrôler des routes, des flux, des pointes de passage, des corridors invisibles. Et cette stratégie leur a donné un avantage décisif. Alors que les organisations italiennes misaient sur l'ancrage local, les Albanais misèrent sur la circulation. Alors que d'autres mafias se battaient pour un quartier, eux se battaient pour un trajet. Leur pouvoir ne venait pas d'un territoire précis, mais de leur capacité à le relier à un autre. Dans le monde du narcotrafic, cette logique est redoutable. Elle permet d'être indispensable. Une organisation qui transporte devient plus importante que celle qui vend. Une organisation qui sécurise un acheminement devient plus puissante que celle qui tient une rue. Les services de renseignement européens le répètent. Les réseaux albanais sont aujourd'hui essentiels pour la distribution de la cocaïne sur tout le continent. La cocaïne arrive d'Amérique du Sud. Elle transite par les ports néerlandais et belges. Elle se répartit en Italie, en Grèce, en Espagne, et les Albanais sont présents à chaque étape. Pas forcément en première ligne, pas forcément en train de tirer sur quelqu'un, mais en train d'organiser, de sécuriser, de déplacer, de livrer. Et c'est ce rôle, discret et déterminant, qui leur a permis de monter dans la hiérarchie du crime organisé. Peu à peu, ils ont cessé d'être des sous-traitants. Ils sont devenus partenaires, puis concurrents, puis maîtres de leur propre circuit. Ils ont appris à discuter avec les cartels sud-américains. Ils ont appris à acheter directement à la source. Ils ont appris à négocier des quantités énormes en promettant une chose: fiabilité, confidentialité, discrétion. Là où d'autres organisations flambent, exhibent leur richesse, attirent hors les médias, les Albanais se taisent. Ils ne postent rien, ils ne montrent rien, ils n'exposent rien. Et c'est précisément ce silence qui les rend dangereux. Une mafia silencieuse est une mafia difficile à viser. Une mafia qui ne cherche pas à se faire un nom est une mafia qui survit. Ce qui frappe les enquêteurs, ce n'est pas seulement leur discipline, c'est leur pragmatisme. Ils ne cherchent pas la gloire. Ils ne cherchent pas à être craints. Ils cherchent à rester invisibles. Leur violence existe, bien sûr. Elle peut être extrême, mais elle n'est jamais gratuite, jamais ostentatoire, jamais destinée à intimider un public. Elle sert uniquement à maintenir une cohésion interne ou à régler un problème concret. Et cette vision presque professionnelle du crime leur a permis d'envahir tous les échelons. Dans certaines villes d'Italie, ils contrôlent des pans entiers du marché. En Allemagne, ils dominent certains trafics régionaux. En Espagne, ils supervisent des plantations de cannabis indoor. En Belgique et aux Pays-Bas, ils sont impliqués dans les docks, les chauffeurs, les logistiques. En France, ils gagnent du terrain dans les régions frontalières. Chaque fois, la méthode est la même. Arriver sans bruit, observer, remplacer les intermédiaires. Gagner la confiance, proposer des prix plus bas, prendre les risques que d'autres refusent. Et une fois le réseau consolidé, verrouiller les accès. Les autorités parlent d'une expansion fulgurante. Les sociologues parlent d'une diaspora soudée. Les journalistes parlent d'une montée en puissance inquiétante. Mais pour ceux qui connaissent la culture albanaise, ce phénomène n'est pas une surprise. Il est la conséquence logique d'un peuple qui a appris à survivre dans l'incertitude, à s'adapter dans la difficulté, à se réinventer dans l'urgence. Face à cette organisation fluide, transnationale, profondément ancrée dans la diaspora, les États européens semblent souvent en retard. Ils arrêtent des individus. Ils démantèlent des cellules. Ils saisissent des cargaisons. Mais les réseaux se reforment presque aussitôt, parce que les Albanais n'ont pas construit une structure. Ils ont construit un écosystème. Et un écosystème ne disparaît pas. Il se déplace. Il mute. Il renaît ailleurs. C'est dans cette mobilité totale que la mafia albanaise tire aujourd'hui sa force. Et c'est cette mobilité qui prépare ce qui viendra ensuite. Car une organisation qui sait se réinventer peut aussi décider, un jour, de changer de nature. Lorsque les criminologues européens tentent de comprendre la force réelle de la mafia albanaise, ils se heurtent à un autre phénomène. Un phénomène plus discret encore que les routes de la cocaïne,
ou que la discipline du Qanun. Un phénomène qui agit comme un second moteur, moins visible, mais tout aussi puissant. Ce phénomène, c'est la diaspora. Pendant de longues années, l'Europe a observé l'exode albanais sans vraiment en mesurer les conséquences. Des milliers de jeunes quittaient le pays, embarquant dans des ferries surchargés pour rejoindre les côtes italiennes. D'autres traversaient les Balkans à pied, se faufilaient dans les camions, cherchaient du travail dans l'agriculture, la construction, les chantiers. Certains trouvaient un emploi légal, d'autres tombaient dans le marché noir. Ces migrations ont façonné une génération entière. Une génération déracinée, marquée par la pauvreté, la violence, les promesses non tenues d'un pays qui renaissait péniblement de décennies de dictature. Et cette diaspora s'est installée partout, dans les banlieues de Londres, dans les campagnes italiennes, dans les ports belges, dans les quartiers populaires de Genève, dans les villes allemandes et autrichiennes. Elle s'est installée comme une communauté soudée, souvent fermée, souvent mal comprise. C'est dans ces communautés que les premiers réseaux criminels ont trouvé leur terre. Parce que la diaspora n'est pas seulement un ensemble d'individus dispersés, c'est une toile reliée par des familles qui se connaissent depuis des générations, par des villages qui partagent les mêmes noms, les mêmes lignées, les mêmes histoires. Un individu installé à Londres connaît quelqu'un à Milan, qui connaît quelqu'un à Rotterdam, qui connaît quelqu'un à Bruxelles. Une écoute téléphonique peut traverser 4 pays sans jamais sortir d'un cercle familial. Un transporteur peut changer de véhicule à 3 reprises sans jamais quitter un réseau de cousins. Un fugitif peut disparaître en traversant 2 frontières et en dormant chez des proches qui n'apparaissent dans aucune base policière. Les enquêteurs décrivent un système où l'international ne se construit pas sur des alliances commerciales, mais sur des liens de sang. Une mafia qui n'a pas besoin de recruter, une mafia qui n'a pas besoin d'annoncer sa présence, une mafia qui se déplace en silence, portée par des relais naturels partout en Europe. Et ces relais ne sont pas toujours criminels. Il peut s'agir d'un propriétaire de petits restaurants, d'un chauffeur de camion, d'un barman, d'un employé dans un entrepôt, de quelqu'un qui n'a jamais touché un gramme de drogue, mais qui connaît un cousin, qui connaît un frère, qui connaît un ami capable d'ouvrir une porte lorsque la police se rapproche. C'est cette porosité totale entre le légal et l'illégal qui rend les réseaux albanais si difficiles à démanteler. Ils ne se cachent pas dans des bunkers, ils n'ont pas besoin de quartiers interdits. Leur force repose dans la normalité. La diaspora est leur refuge, mais elle est aussi leur camouflage. Là où d'autres organisations criminelles tentent d'imposer leur présence par la peur ou la violence visible, les clans albanais se fondent dans le décor. Pas d'extravagance, pas de voitures trop voyantes. Toprasiadi, pas de bijoux, pas d'exhibition. La discrétion n'est pas une stratégie, c'est une seconde nature. Mais derrière cette façade tranquille, un autre élément a permis à la mafia albanaise de se transformer profondément. Ce n'est plus seulement une question de route, de cargaison, de diaspora ou de Qanun. C'est une question d'intelligence économique. Les clans albanais ont compris quelque chose que beaucoup d'organisations criminelles n'ont compris que tardivement. La drogue n'est qu'une étape, un moyen de financement, une porte d'entrée. Le véritable pouvoir se trouve ailleurs. Dans l'investissement légal, dans les entreprises de façade, dans l'immobilier, dans les commerces, dans les réseaux de transport, dans la finance parallèle, dans les restaurants, les bars, les chantiers, dans tout ce qui permet de transformer l'argent du crime en argent propre. Les autorités italiennes ont été parmi les premières à constater ce glissement. Des villages entiers de Toscane ou de Lombardie voyant apparaître des constructions nouvelles financées en liquide. Des entreprises de rénovation ouvraient sans explication claire. Des bars changeaient de propriétaires, toujours au sein de la diaspora. Des transferts d'argent circulaient vers l'Albanie, la Turquie, ou ici le Kosovo, la Suisse. Ce mouvement n'a pas ralenti, il s'est accéléré.
Les clans albanais ont réinvesti leurs profits dans des nations entières. Ils ont acheté des terrains, ils ont acquis des immeubles, ils ont infiltré des chaînes logistiques. Ils ont financé des boîtes de nuit, des sociétés de transport, des élevages, des commerces. Peu à peu, ils ont compris que le pouvoir économique n'exige pas la force. Il exige la continuité, la patience, la stabilité. Et cette stabilité, ils la trouvent dans l'argent propre. Ce glissement marque une étape cruciale dans l'évolution du crime albanais. Ils ne veulent plus seulement transporter la drogue des autres. Ils veulent en devenir les financiers de leur propre système. Ils veulent devenir des partenaires incontournables, des investisseurs, des propriétaires, des acteurs économiques. Et c'est ce glissement, lent, méthodique, presque imperceptible, qui prépare la dernière étape de cette histoire, la plus dangereuse, la plus silencieuse, la plus difficile à analyser. Car une mafia qui gagne de l'argent n'est pas la plus inquiétante. La mafia la plus inquiétante est celle qui commence à ressembler à une classe sociale, une classe installée, une classe stable, une classe qui ne disparaît pas lorsqu'un chef tombe, une classe qui survit, qui s'étend, qui influence, qui investit. Une classe qui, un jour, pourrait devenir un pouvoir parallèle. Et c'est cette question qui nous amène naturellement vers la dernière partie, là où l'histoire de la mafia albanaise cesse d'être un simple récit criminel pour devenir un miroir. Le miroir d'une Europe où les lignes entre l'État, l'économie et le crime deviennent de plus en plus floues. Dans les bureaux des polices européennes, dans les archives poussiéreuses des tribunaux, dans les dossiers marqués de noms compliqués, une évidence revient sans cesse. La mafia albanaise n'est pas un accident de l'histoire. Elle est le produit d'un monde qui change trop vite pour que les structures classiques puissent le suivre. Le produit d'une Europe qui a laissé des angles morts. Le produit d'une mondialisation qui relie tout sans jamais relier personne. Quand on observe la trajectoire des clans, quelque chose frappe immédiatement. Ils viennent d'une terre difficile, marquée par des siècles de survie, de codes anciens, de migration forcée. Ils viennent d'un pays qui a connu la faim, l'isolement, la chute brutale d'un régime, puis l'ouverture d'un monde qu'ils ne comprenaient pas encore. Et dans cette ouverture, certains ont vu une chance, d'autres ont vu une faille, et d'autres encore ont vu une opportunité de peser sur un système qui ne leur avait jamais laissé de place. La mafia albanaise ne s'est pas construite sur une idéologie, elle s'est construite sur une absence, l'absence d'avenir, l'absence de confiance, l'absence d'État, l'absence d'espoir. Alors elle s'est forgée comme un remède brutal à ses manques, une structure familiale, rigide, fidèle, une organisation où la parole compte plus que la loi, une hiérarchie où l'on protège les siens comme on protégerait sa maison. Une manière de survivre dans un monde qui ne vous attend pas. Et c'est en comprenant cela que l'on comprend pourquoi elle a pris une telle ampleur en Europe. Car en face d'elle, les sociétés occidentales ont souvent offert l'inverse. Des institutions lentes, des lois longues à appliquer. Des frontières qu'on ne contrôle plus, des ports immenses où les conteneurs s'empilent comme des secrets, des quartiers où la police ne passe plus assez, des générations de jeunes perdus entre pauvreté et illusion, un terreau parfait pour ceux qui savent ainsi y déplacer. Mais dans ce paysage, il reste une question qui brûle comme une braise. Que faire face à une organisation qui ne ressemble à aucune autre, une organisation sans capital, sans territoire, sans chef visible, sans façade, une organisation qui se reconstruit en permanence, qui ne meurt pas, qui se transforme. Pour beaucoup, la réponse semble impossible. Pourtant, une vérité demeure. Aucune mafia ne dure éternellement, aucune puissance criminelle ne traverse les siècles. Les clans tombent, les familles s'effritent, les loyautés se brisent. Les routes changent, les alliances se retournent, la mafia albanaise ne fait pas exception. Elle aussi découvrira un jour sa limite. Elle aussi se heurtera à une force qu'elle n'avait pas anticipée. Peut-être la trahison. Peut-être une fragmentation interne. Peut-être l'émergence d'un modèle criminel encore plus rapide, encore plus invisible. Peut-être la fatigue morale d'une diaspora qui refuse de voir son nom associé au crime. Ou peut-être tout simplement l'érosion que le temps impose à toutes les structures humaines. Mais le vrai enjeu ne se trouve pas dans le futur de cette mafia. Il se trouve dans ce qu'elle révèle de nous.
Car si des organisations aussi puissantes naissent dans nos villes, dans nos ports, dans nos campagnes, ce n'est pas seulement parce qu'elles sont fortes, c'est aussi parce que nos sociétés sont fragiles, parce qu'elles laissent des vides, et que le crime se nourrit toujours des vides. Dans ces vides, certains cherchent un sens, d'autres cherchent un refuge, d'autres cherchent une identité, d'autres cherchent une revanche. Dans ces vides, les mafias prospèrent. Pas parce qu'elles sont invincibles, mais parce qu'elles savent offrir ce que la société n'offre plus, une forme de loyauté, un sentiment d'appartenance, une place dans un groupe, une mission, un rôle, une certitude. Et c'est peut-être là que commence vraiment la réflexion. Dans nos villes modernes, dans nos quartiers laissés pour compte, dans nos périphéries ignorées, combien de jeunes grandissent aujourd'hui avec cette sensation de n'avoir leur place nulle part? Combien de vies pourraient basculer simplement parce qu'aucune structure ne leur tend la main? Combien de destins glissent dans ces marges parce qu'ils ne trouvent rien de solide à quoi s'accrocher? Les criminels ne naissent pas criminels. Ils naissent dans un monde où ils n'ont pas de réponse. Et ils cherchent des réponses là où ils peuvent les trouver. Alors la mafia albanaise n'est pas seulement une histoire de violence ou de trafic. C'est une histoire de manque, une histoire de vide, une histoire de déséquilibre. Et la question finale, celle qui dépasse le crime et se pose à nous tous, est simple et immense à la fois. Que devient une société qui laisse ses fractures devenir des chemins vers l'ombre? C'est peut-être là le cœur de ce documentaire. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une mafia, c'est l'histoire d'un miroir. Un miroir que nous posons devant nous. Un miroir qui nous montre ce que nous préférons ne pas voir. Un miroir qui nous demande ce que nous faisons vraiment pour empêcher d'autres organisations de naître demain. Parce qu'une mafia tombe toujours. Mais un vide ne disparaît jamais. Il attend simplement d'être rempli. Et maintenant, c'est à vous de prendre le relais. Dans les commentaires, dites-moi quelle autre histoire voulez-vous entendre. Quel autre criminel voudriez vous voir analyser? Quel clan, quel destin? Quelle trajectoire vous intrigue? Et surtout, selon vous, pourquoi certaines mafias deviennent-elles si puissantes? Qu'est-ce qui manque dans nos sociétés pour que ces organisations puissent exister? Qu'est-ce que cela révèle vraiment de notre époque? Votre point de vue compte. Votre réflexion compte. Votre voix construit la suite. Et si cette plongée dans l'un des réseaux criminels les plus mystérieux d'Europe vous a captivé, alors pensez à vous abonner, à liker, et à partager pour soutenir le travail. Cela nous permet de continuer à raconter des histoires vraies, des histoires profondes, des histoires qui éclairent autant qu'elles dérangent. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Et souvenez-vous, dans l'ombre, rien n'existe vraiment tant qu'on ne le raconte pas.